Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, j'espère que vous allez bien, on a démarré, aïe, enfin, aïe, on a démarré les semis de maïs. Vous voyez derrière moi, ce sera la vidéo aussi de la chute du pivot. C'est moins drôle ça, beaucoup moins drôle. Voilà, assez compliqué. On a ensilé une partie des régras la semaine dernière, non il y a 10 jours maintenant. Il m'en reste encore juste à côté là, une parcelle que je vais vous montrer à ensiler. Et je referai du maïs derrière. Donc en gros, j'ai déjà semé une bonne vingtaine d'hectares de maïs. Il m'en reste une vingtaine, voilà. Et après, ça sera bon pour cette année. Bon, les conditions. Parlons un peu des conditions quand même. C'est sec. C'est sec. Alors le dessus est sec. On n'a pas eu d'eau depuis quasiment un mois. On a juste eu qu'il y a 15 jours 7-8 mm un week-end là. Mais surtout le vent. Je sais pas chez vous. Dites-moi en commentaire comment c'est la météo chez vous. Mais ici, un vent de malade. Ça sèche, c'est horrible. Donc beaucoup de vent. Ça sèche très très fort. Donc quand j'ai commencé à semer la semaine dernière les maïs, il y a une semaine tout juste, ça poussiérait quasiment pas. Là ça commence, ça se voit derrière, ça commence à poussiérer pas mal. Donc dans cette vidéo, on va partir sur les semis de maïs. Donc je vais tout vous montrer. Aussi, je vous le dis, on ira voir l'usine où une partie des semences de maïs que j'utilise sont conditionnées, sélectionnées. Moi je trouvais ça super intéressant parce que à la ferme, quand on sème le maïs, le sac il arrive, on l'ouvre, on met dans le semoir et on sème. Je trouvais intéressant de vous montrer, moi perso, de voir comment il était sélectionné. Voilà, il est récolté dans le champ, il arrive en laboratoire, comment il le sélectionne. Bon, après comment ils le mettent en sachet, voilà. Tout ça on va le voir dans la vidéo. Et puis arrivé au semoir, mis dans le semoir et planté dans le sol. Alors là je suis dans une veine de caillasse. C'est pour ça que ça secoue un petit peu plus. Là j'ai un micro maintenant donc vous n'entendez pas trop le bruit extérieur mais ça cogne. Si vous êtes prêts, c'est parti. Je suis sur le site, je viens d'arriver, voilà, je suis là, je viens d'arriver, je suis sur le site. Je vais aller à l'accueil, me présenter, ça va être toujours mieux. C'est plus poli. Il est là, il m'attend. Salut. Bonjour Etienne. Ça va? Ça va bien, super. Tu vas me présenter un petit peu la société? Ouais, c'est beau. On va aller au soleil, il fait beau aujourd'hui, on est dans les Landes. Ouais. On est à Omoko. Omoko, c'est le nom du village, on est près de Mont-de-Marsan. Ouais. On est au cœur du complexe du groupe coopératif agricole Maïsadour. Ouais. Voilà, et donc filiale semence qui a 75 ans. Donc là on voit le site, alors on voit, c'est un grand site. Hein. Oui, c'est un grand complexe, il y a plein d'activités agricoles, donc les serres pour la recherche, l'usine de production de semences, des silos, l'usine d'aliments, donc les silos, l'usine d'aliments, c'est le groupe Maïsadour, l'activité agricole ou nutrition animale. Voilà, et ici c'est tout le siège de Massitz, la filiale semence. Donc moi je suis agriculteur, j'ai des vaches laitières, Super. Donc je fais du maïs en silage évidemment. Je trouvais intéressant de venir voir comment c'était fait en fait. Ouais. Parce que moi j'utilise la graine, je reçois le, voilà, en gros je reçois le sac, je plante la graine, mais tout le travail avant, comment la graine, pas comment elle est fabriquée, mais comment elle est sélectionnée, voilà, tout le travail qu'il y a, la mise en sac, tout ça, la recherche, tout ça. Vous allez voir, on va voir voilà, tout le processus. Massitz, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc Massitz, c'est une entreprise européenne, on va dire, de taille moyenne, qui comprend 800 personnes, qui a une douzaine de filiales en Europe et dans le monde et qui est spécialisée sur les 3 métiers du semencier, c'est-à-dire la création variétale, la production de semences et la commercialisation, et qui a 3 piliers, 3 espèces ou groupes d'espèces majeurs. Donc le maïs, on est dans les Landes historiquement, le tournesol, c'est une espèce très importante pour nous, et les couverts végétaux. C'est vraiment nos cœurs de savoir-faire en termes de recherche, de production et de commercialisation. La création variétale, la sélection, c'est faire des choix. Faire des choix chaque année, trier pour ne garder que la crème de la crème. Oui, parce que vous avez des nouvelles semences tous les ans. Tous les ans, on inscrit des nouvelles variétés. On inscrit
inscrit environ 30 nouvelles variétés par an, donc de maïs, de tournesol et d'autres espèces pour nos couverts végétaux. Et c'est l'aboutissement de 7 ou 8 cycles de sélection. D'accord. 7 ou 8 ans qu'on accélère cette année. On expliquera comment on arrive à accélérer et à créer des variétés plus rapidement. Et notamment, on les crée plus rapidement parce qu'on a l'aide de nos généticiens et de nos analyses biomoléculaires qui nous permettent de mieux discerner dans le génome d'une plante quelles variétés sont les plus prometteuses et donc de les faire avancer dans un nouveau cycle. Ok. Donc là, on va vers le labo. Ouais. Avant, on va rejoindre François qui va nous rejoindre. Oui. Vas-y, on va aller voir. François Bosch, c'est notre chef produit maïs fourrage Voilà. qui oriente la recherche. Salut François. Donc François, son rôle par rapport à la recherche, c'est d'orienter les chercheurs vers un profil de produit qui est bien adapté aux éleveurs. Qu'est-ce qu'ils attendent les éleveurs aujourd'hui pour avoir les meilleures variétés pour leurs bêtes? Parce que je cherche un maïs qui va me faire du lait aux vaches, quoi. Exactement, Voilà. voilà. Donc, Parce que, en fait, on est parti. Alors, nous, un peu, c'est notre truc semencier. On fait de la sélection, on regarde les valeurs alimentaires à la récolte. Mais nous, chez Massyd, on a essayé d'aller un peu plus loin. On ne s'est pas arrêté à la récolte. On a fait même des tests, justement, sur certaines variétés avec des mini-silos pour voir, en fait, comment la qualité se préservait. Et on a vu que vraiment des variétés... Je pense que ça, les éleveurs, ils le voient régulièrement. C'est-à-dire qu'on met une variété verte et qu'on tasse bien dans un silo, va beaucoup mieux se conserver. Enfin, la fermentation va bien mieux se faire qu'une variété qui peut être très très bonne en termes de potentiel, mais qui lâche trop tard. et qui lâche, qui est ensilé à 40. Donc c'est un peu ça qu'on a travaillé concrètement, alors par des critères génétiques et des génétiques qu'on a cherché. Donc ça, c'est un point fort qu'on a travaillé ces 10 dernières années. D'accord, ok. Donc ça se passe dans le labo. Voilà, c'est ça. On va aller au labo. On va voir comment ça se fait. Comment nos chercheurs décryptent tout ça. Voilà. On va aller au site. Alors je laisse le chef avec la carte. Merci. Voilà, et là on rentre et on va aller, on va se diriger dans les labos. Regardez, je me fais aider, j'ai la GoPro, on met la petite blouse blanche. J'ai l'impression d'être un scientifique avec ma blouse blanche. Mais voilà, on met tous les petites blouses. En fait, voilà, c'est le labo de biotechnologie ici. En fait, quelque part maintenant, en fait, c'est un peu la révolution en fait dans la recherche au niveau du maïs, tournesol. En fait, le début de la recherche démarre là. Voilà, donc là, ça nous permet de bien connaître notre patrimoine génétique et de pouvoir comment on peut le faire évoluer. D'accord, ok. Moi, en tant qu'agriculteur, je vois le sac arriver, j'utilise la graine, je la mets dans le sol, ça pousse. Mais c'est vrai que quand je vois toutes ces machines-là, dans le labo, je vais vous montrer, hein, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Disons qu'en fait, ça nous est, voilà, ces outils-là, avant en fait, on faisait ça, on allait sélectionner au champ directement et on se disait, il y a le vrai, le rôle du sélectionneur, pas le vrai, c'est pas bien ce que je dis, mais le rôle du sélectionneur, c'était de sélectionner. Voilà, il y a 15-20 ans, moi quand j'ai débuté, on allait au champ, on dit tiens celle-là, elle est bien, elle reste verte justement en fin de cycle, donc cette lignée je vais la garder, je vais la croiser avec ça. Là, maintenant, en fait, tous ces outils-là nous permettent de gagner vachement de temps et d'être un peu plus rapide, justement. Donc là, génotypage, moi, ce qu'est le génotypage chez la race bovine, là, ces machines-là, en gros, c'est le génotypage de la graine. Exactement. Donc David nous a rejoint dans le laboratoire. J'ai bien compris qu'il y avait 3 grandes étapes. Est-ce que tu peux nous simplifier un peu les 3 grandes étapes qui sont faites ici dans ce laboratoire-là? La première étape, en fait, c'est à la réception de l'échantillon. Nous, ce qu'on devait faire, c'est en fait extraire l'ADN de l'échantillon de maïs. Donc pour cela, la première étape, c'est broyer le grain de maïs. Et une fois que le grain est broyé, on utilise en fait ce robot en fait, pour pouvoir en fait, extraire l'ADN du broyat de maïs. D'accord, ok. Une fois que c'est fait, en fait, maintenant nous devons quantifier en fait, l'ADN. Donc c'est une étape en fait, de quantification de l'ADN et après une mise sur plaque. D'abord, on part d'abord sur des plaques en fait 96 puits et on va aller en fait, on va faire des dilutions pour arriver à un format de 384 puits et aller jusqu'à un format encore plus petit de 1536 puits. Un premier robot là ici pour pouvoir en fait commencer les dilutions. Donc on arrive à un second robot en fait qui va nous permettre en fait d'arriver à un format jusqu'au 1536. Donc on va aller en fait du grain de maïs à l'ADN. De l'ADN il va être dilué en plaques, 96 puits, 384 et ensuite 1536. Par exemple, au niveau du maïs, on peut assister en fait les sélectionneurs par de la SAM, donc de la sélection assistée par marqueur, c'est-à-dire on va vérifier en fait que certains traits d'intérêt sont présents ou pas dans notre matériel.
Donc on a différents marqueurs qui vont en fait nous permettre d'identifier ces traits. Donc l'étape après avoir mis l'ADN en plaque, c'est de distribuer en fait ces marqueurs dans ces plaques. D'accord, ok. En fait là on va repartir sur cette plaque CAS36 où on a mis l'ADN et là on va distribuer le marqueur dans chaque puits. D'accord, ok. Donc là la machine lit analyse les échantillons, les plaques. Tout à fait. Et après, d'accord, voilà. Et tous les résultats vont arriver sur l'ordinateur. Sur ce PC, et en fait derrière on a une équipe en fait de data analyst qui va reprendre en fait les résultats et vérifier en fait si le résultat est conforme à ce qu'on souhaitait voir au départ. Et donc là on va au total au niveau du labo en fait on lit à peu près on a à peu près un débit de 16 millions de data points par an. D'accord, ok. Donc un data point en fait c'est un petit puits, un petit trou. Donc là on a 1536 par plaque. Ouais. Donc au total sur l'année en fait on génère à peu près 16 millions en fait de data points, 16 millions de données en fait qui sont générées et produites par le labo et qui sont lues en fait par les équipes pour ensuite en fait fournir de l'information aux sélectionneurs. J'en profite parce de tout ce qu'on vient de discuter, vous ne faites pas de modification génétique ici. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Nous, c'est vraiment... Non, non, on fait aucune modification génétique. En fait, on fait que du contrôle. En fait, on va appeler ça du contrôle qualité. On observe en fait si le matériel est plus prédisposé à avoir par exemple une résistance à certaines maladies, ou bien par exemple une résistance à l'inverse, ou d'autres critères quoi. D'autres critères, mais en fait il n'y a aucune manipulation génétique sur ce matériel. C'est uniquement en fait on regarde si le matériel a le bon profil pour pouvoir avoir ses caractères d'intérêt. D'accord, ok. Parfait, merci beaucoup. Et puis nous on va continuer la visite. Donc on change de lieu, on a marché un petit peu, on a changé. Je suis avec Boris maintenant. Oui. Explique-moi vite fait où est-ce qu'on est là. Alors ici on est dans la partie où toute la recherche va faire sa popote pour aller créer et préparer tous les essais qu'on va avoir pendant cet été. Voilà. Donc on va compter toutes les semences et préparer toutes les semences pour les agriculteurs qui vont faire les essais, c'est ça? Les champs d'essais, on va aller voir aussi. On a aussi le matos pour aller semer et récolter ces essais là si c'est du matos un peu spécial. Ouais, d'accord, ok. Bon bah écoute, je te suis, tu passes devant. Ça marche. Je vois il y a plein de sacs, il y a plein de cartons. Plein de semences expérimentales. Il y a plein de semences expérimentales. Ça, c'est pas des semences qui sont commercialisées. Non, et c'est pour ça qu'elles sont en petite quantité. Ça voilà. sert à rien d'en produire des tas et des tas. Des petits sachets partout. Donc ouais. chaque hybride ou lignée, on va potentiellement le semer dans 4, 5 jusqu'à 20 lieux différents. D'accord. Donc il faut un petit sachet pour chacun des lieux, avec bien marqué sur le sachet quelle est la génétique qui est dedans. D'accord. Combien il y a de grains dedans, ouais. Où est-ce que c'est censé aller, d'accord. à quelle date, etc. Donc on va avoir des milliers et des milliers, on compte à peu près 300 000 petits sachets. Ici, on va pas compter 100% parce qu'on a que le maïs, mais on est à peu près à 200 000 petits sachets. Et ça, c'est juste pour les hybrides. Donc là, on change. Ah, là, on arrive sur des machines là. Exactement. Donc là, on avait tous les petits sachets. Oui. Chaque petit sachet, maintenant, il faut le semer séparément. Donc en général, pour faire ça, on va le semer par exemple, petit sachet blanc. Là, ça va être 2 rangs de maïs sur 7 mètres de long. D'accord. Tous les 7 mètres, on change. Et les 2 rangs d'à côté, ça sera aussi une autre variété. Pour faire ça, on va pas prendre des semoirs d'agriculteurs parce qu'il faudrait changer en permanence. Ça serait un peu chiant. Donc on a des semoirs spéciaux. Et même chose pour la récolte. On doit récolter tous ces hybrides-là séparément. D'accord. Jamais les mélanger. Donc c'est pareil. Avec une batteuse d'agriculteur, ça veut dire qu'il faudrait prendre juste les 2 rangs de l'extérieur, ramasser un, aller peser pour l'humidité, changer, passer au suivant. Donc là, c'est pareil. On a des machines qui sont spécialisées là-dedans, qui ramassent juste ça, pèsent, prennent l'humidité et ensuite passent au plot suivant. D'accord, ok. Et elle, à l'intérieur, il y a un logiciel qui leur dit ça sera tel plot, telle génétique. D'accord. Et on continue. C'est des semoirs, les éléments semeurs sont assez standards. Oui, d'accord, ok. C'est ce qu'on retrouve sur des semoirs standards. Ce qui change, c'est ce qui se passe au-dessus. Parce qu'on a des personnes qui vont pouvoir s'asseoir là. Ah oui, d'accord, ok. Et qui vont pouvoir vider les petits sachets blancs qu'on voit là-haut. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans le champ, eux vont vider les sachets et tous les 7 mètres, il y a un système d'aspiration qui est branché directement sur les disques qui va récupérer tout ce qui est resté à semer et qui va mettre le nouvel hybride à semer. Et tous les 7 mètres, c'est ce système-là qui permet de changer d'hybride. Automatiquement et de laisser une petite allée. Et tu as une cartographie après, j'imagine. Et voilà. Et lié à ça, alors ça sera affiché ici, mais on a des grands plans qui correspondent et on a surtout les sachets déjà pré-triés et mis sur des tringles.
Et normalement, ils sont déjà dans l'ordre qui correspond à ce que nous, on a cartographié sur notre logiciel. D'accord, ok. Ça va être pour commencer à faire les mesures. Donc là, on a vu le semis. Ouais. Une fois qu'on a fait le semis, on va aller, par exemple, compter le nombre de plants pour chacune des variétés. Et historiquement, on le faisait à la main. Donc on passait tout le champ et on comptait, etc. Et maintenant, on fait tout avec ça. Donc on vole par-dessus le champ avec ce petit engin. Et ensuite, on se base sur l'image pour compter le nombre de plants qu'on a sur chacune des variétés pour savoir si on pourra les comparer à la fin. D'accord, ok. Donc tu les comptes plus dans le champ, tu vas plus les compter dans le champ, tu les comptes avec ça. Exactement. Je vais juste sur le bord du champ, je fais le vol avec ça. Je rentre à la maison, je upload les photos. Et ensuite, je me base sur les photos pour compter le nombre de plantes. D'accord, ok. Le vol, c'est un quadrillage automatique ou c'est toi qui... Quadrillage automatique. On a vraiment ceux-là, cette marque DJI a vraiment un peu tué le marché avec ça, ils sont trop forts et ils font ça pour pas cher. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci. Et puis on va continuer la vie. Donc là, on est dans l'usine, on a un panneau global où on voit tout ce qui se passe dans l'usine en gros quoi. C'est ça, c'est le cheminement. Voilà. La batteuse, la récolte, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas la batteuse, c'est un cone picker pour récolter en épi. D'accord, ok. On récolte en épi. Ensuite, le triage est fait à la ferme par les agriculteurs multiplicateurs chez Masside. La plus grande partie, voire 100%. On réceptionne après le maïs épi à 30 et 38% d'humidité. Notre boulot, c'est de le sécher à 13% d'humidité. D'accord. Ensuite, on égrène, donc on sépare le grain de la rafle avec l'égrenage et on commence à pré-nettoyer nos semences. Ensuite, on les calibre. Pourquoi on les calibre? Parce qu'on vend des doses de grains, de 50 000 grains ou 150 000 grains. D'accord. Donc il faut que ce soit le plus régulier possible. Ensuite, on fait une mise aux normes, c'est pour enlever les derniers grains cassés pour répondre aux exigences du cahier des charges. Traitement en sachage sur la ligne et la certification après, qui est le certificat bleu qui est sur chaque sac de semences. D'accord. Et on a un labo qui est agréé pour apposer cette certification et qui est contrôlé bien sûr par le CEMAE, l'organisme officiel. Et ensuite, transport et logistique vers nos clients. Donc là, après, ça part à la COP. Chez nos clients. Enfin, moi, c'est à la COP et après, ça arrive chez moi. C'est ça. Et je suis utilisé pour faire le maïs pour mes animaux, en fait. Voilà. Donc ça, c'est tout le cycle. C'est tout le cycle de l'usine pour les semences. Voilà, le cycle complet de l'usine. Et puis, nous, on va aller maintenant chez un agriculteur pour voir chez lui comment ça se passe au niveau des essais et la totale dans le champ. Donc, merci beaucoup. Merci bien. Et bonne continuation. Merci. Allez, on y va, nous. Donc, on est avec Camille qui va nous expliquer la démarche AgriRégé dans la parcelle. On a un agriculteur qui va venir nous rejoindre juste après, mais tu vas m'expliquer un petit peu toi la démarche que vous avez mis en place chez Maïcide. Oui. Alors, donc Maïcide, c'est depuis peu intéressé à l'agriculture régénératrice et nous avons développé un réseau de 10 fermes pilotes qui nous servent à tester à grande échelle en fait des pratiques agroécologiques innovantes. Donc on travaille notamment sur la fertilisation, la gestion de l'irrigation, l'azote. Il y a des bilans carbone qui ont été réalisés sur ces fermes pour un petit peu voir quelles sont les pistes d'amélioration que l'on peut faire. Et on travaille également aussi sur les couverts végétaux. D'accord. Et en fait, ce réseau pilote va nous servir après à développer à plus grande échelle sur l'ensemble de notre réseau de producteurs la démarche agriculture régénératrice. Donc on va déterminer des itinéraires techniques un peu types à appliquer sur chacune de ces exploitations. Et c'est cette démarche-là, après, qui va être encadrée par un cahier des charges, semences durables, voilà. Et ce cahier des charges-là va donner un petit peu la ligne de conduite à l'agriculteur, sans imposer des pratiques, mais en le guidant un petit peu dans la démarche. Parce que moi, je suis en maïs fourrage. Là, on est sur une parcelle de maïs semence. Oui. Donc, est-ce que ça va être la même conduite ou pas du tout? Alors, on a fait en sorte d'avoir des itinéraires techniques qui vont s'appliquer à l'ensemble des cultures maïs, maïs doux, maïs conso, maïs semence, voilà, pour faciliter justement la démarche parce qu'on n'a pas que des producteurs de semences qui ne font que du maïs semence, on a aussi des producteurs de maïs waxy, de maïs en tout genre. Donc, pour eux, en fait, l'objectif, c'est que l'ensemble de l'exploitation passe en agriculture régénératrice. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'on ait des itinéraires techniques qui s'adaptent à l'ensemble des productions. On ne multiplie pas les itinéraires en fonction des cultures, sinon c'est pas mais possible. qu'on arrive à avoir quelque chose d'à peu près homogène, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Bah, écoutez, on attend l'agriculteur et on va voir avec lui plus l'aspect très technique sur cette parcelle-là. Et ben voilà, il arrive, c'est parfait. Et ben le voilà. Nickel. Donc là, je suis avec Jean-Luc, on est dans la parcelle, on est dans ta parcelle. Oui. Donc là, très pauvre en matière organique, d'origine, quoi, sable blanc. Tout à fait. Et donc, tu apportes du fumier que tu produis. Produis. Donc, tu as quoi en production sur la ferme alors? Alors oui, effectivement, je n'ai pas été complet dans ma présentation. Oui, je suis également éleveur.
Et donc j'ai un troupeau de brebis à viande. D'accord. Et j'avais longtemps des bovins que j'ai arrêtés et j'ai transformé ça en poulet bio. Voilà, d'accord, ok. Donc tu as du fumier à apporter. Oui. Donc l'itinéraire ici, en gros. Alors l'itinéraire, donc on est sur des productions de semences de maïs. Ouais. Que l'on sème en avril-mai. D'accord. Donc au préalable, eh bien, on détruit l'engrais vert là, incessamment sous peu, mois de mars, début avril. Ça dépend de la pousse aussi de cet engrais vert, ça dépend des dates de semis. Tu le détruis comment? Moi je fais des destructions mécaniques. Ouais, d'accord, ok. Uniquement, parce que je suis dans des clairières, entouré de maisons. D'accord. Et donc l'image aussi est importante et voilà, la façon de procéder également. Donc destruction mécanique. Et ensuite, alors je laboure pour l'instant, ouais. Mais là justement cette année on va innover un petit peu parce que c'est une parcelle que on ne va pas labourer. Parce que j'y ai apporté également cette année de façon toute nouvelle du BRF, du bois raméfié. Ouais. Donc voilà, donc dans le processus que l'on... Alors juste rapidement, le bois ramifié, qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, je vais voir. D'accord, ok. C'est la première année que tu fais? Oui, c'est le tout début de l'expérience. En gros, c'est des copeaux de bois, quoi. Oui, tout à fait. Alors on en voit, ils sont difficiles à trouver. On en a cherché un petit peu, on en a trouvé un, mais c'est vrai qu'il a bien été attaqué pour l'instant. Oui, ça a été épandu à entre 2 et 3 tonnes hectares. D'accord. D'où l'idée, voilà, pour éviter de trop les enfouir, de ne pas labourer la parcelle. On va également détruire le trèfle qui a été implanté tout début septembre. Des chômeurs à dents? Ouais. Ça va suffire pour casser... Alors on va voir si on le passe 1 ou 2 fois et ensuite de toute façon, moi je travaille toujours avec une herse rotative ici. D'accord. Malgré que ce soit du sable, finalement on s'est rendu compte que c'était un outil qui était bien adapté. Ouais, ici ça va, il n'y a pas trop de cailloux. Non, il n'y a pas trop de cailloux, donc c'est pas trop compliqué. Tu passes la herse en même temps que tu sèmes ou tu passes la herse avant de semer? Non, je passe la herse avant de semer. D'accord, ok. Voilà. Après, quand je sème, je ne fais que semer. Oui, tu fais que semer. Ouais, tu as ton semoir, combien de rangs? On est à 6 rangs, alors ça dépend du dispositif entre les mâles et les femelles. Ah oui, d'accord. Voilà, puisque en semence, c'est au cas par cas, c'est année après année, on découvre, on a droit à un programme sympathique. Spécifique. Voilà, plus on fait de variétés, plus c'est compliqué. Et les clôtures, oui, j'ai vu qu'il y avait des petites clôtures. J'imagine qu'il y a du sanglier. On est vraiment en pleine forêt, ouais. En zone forestière. Quand je vois les parcelles... Une densité de population de sangliers énorme. Tu chasses? Je ne chasse pas, mais j'encourage fortement les chasseurs. J'ai chassé, tu m'étonnes. Mais j'ai pas le temps. Ouais. Voilà, d'accord, ok. Donc c'est en fait ici que sont produits les semences. Oui. Alors ça dépend, hein, que moi je peux les livrer chez moi pour du maïs fourrage par exemple. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc la graine, elle va pousser là. Oui. Le maïs va pousser là. On va croiser 2 variétés, une variété dite femelle et une mâle. Une variété dite mâle. La variété mâle va émettre le pollen qui va féconder les femelles qui, elles, seront stérilisées. On coupera l'organe mâle, c'est ce qu'on appelle le castrage ou essimage. On embauche tous les saisonniers pour ça, voilà. Et on récolte ça en général à septembre, début octobre maximum. Voilà, on récolte ça en épi, c'est ensuite trié en sachet. Et ça part. Par exemple. On l'a vu à l'usine, on a vu comment ça fonctionnait, toute la sélection après à l'usine. On a vu l'ensachage aussi à l'usine. Enfin, on a visité tout le site, vous avez vu toute la technique, comment ça se passait pour arriver. Là, on a vu maintenant, on a vraiment vu du champ, la graine, l'usine, le labo, le contrôle, la totale. C'est mis en sachet et après, ça arrive chez moi et c'est la prochaine étape. C'est le semis à la ferme et c'est ce qu'on va voir maintenant. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis nous, on va aller semer le maïs. Donc voilà, je reviens de l'usine de chez Massyd à Mont-de-Marsan. J'ai les maïs, j'ai les semences. Oui. Donc vous avez vu à l'usine comment ça se passait. On a été visiter votre usine, le centre de sélection, la sélection, comment c'est choisi les variétés, de la récolte au laboratoire à la production. Maintenant j'ai les sacs, on est dans les semis de maïs. On est à fond, on est en plein dedans. Ouais. Ça y va. Je suis avec Julien, excuse-moi, je suis avec Julien, responsable marketing. C'est ça. Massyd France. Bonjour Étienne, merci de nous accueillir chez toi. Un plaisir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le maïs dans le semoir. On va s'occuper de ça maintenant. On met le maïs dans le semoir et puis après, on va aller dans le champ. Ouais. Et puis, on va rediscuter un peu dans le tracteur pendant qu'on sème. Ça va être plus simple. Ok. Ça fait comme ça? Allez, ça marche. On charge. Le semoir, il est chargé. Oui. Ce que je te propose, c'est qu'on aille dans le champ et qu'on aille commencer à semer. Allez, c'est parti. On va se placer, tu vois, j'ai mon trait jaune, c'est les 15 mètres, c'est ma bordure. Et puis on va faire les réglages aussi.
Allez, on va partir de là. Je mets ça en route. Ça va démarrer avec. Ça, par contre, ça, oui. Bon, ça poussière un peu quand même, hein. Ah, dis donc. Bon, on est parti à semer. Enfin, on a fait les réglages, la profondeur. Ça fait pas trop mal. On a parlé du QR code sur les sacs. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est le QR code sur les sacs Massine? En fait, c'est un QR code que tu vas scanner directement avec ton téléphone et tu vas tomber sur une application qui s'appelle NutriPlusSat. NutriPlusSat, c'est un outil qu'on développe au niveau de Massine pour que justement tu puisses avoir une estimation de la matière sèche, de l'évolution de la matière sèche de ton maïs tout le long de l'été. D'accord. Donc cette prévision, tu vas la recevoir toutes les semaines à partir de la floraison. Donc en gros vers le 15 juillet, tu vas avoir un premier rapport. Ce premier rapport va donner une indication du stade de récolte à venir pour ton maïs. D'accord, ok. Donc ce rapport, voilà, il arrive toutes les semaines et pour toi c'est intéressant parce que c'est vrai que tu as une grande parcelle par exemple qui fait 10 hectares et quand on fait une estimation, souvent on va piocher aux épis, enfin je sais pas comment tu fais Etienne. Ah oui, bah on va. C'est vraiment quand tu vas dans le maïs pour voir un peu. Tu vas pas dans le milieu du champ parce qu'il faut y aller déjà jusque là-bas. Donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu galère. C'est ça. Donc là c'est une image satellitaire qui va photographier toute ta parcelle, tes 10 hectares, et dedans tu vas avoir des nuances de couleurs et qui déterminent en fait l'évolution de ta matière sèche. Donc tu peux avoir là où on avait une veine plutôt peut-être très caillou, où c'est très séchant, on va avoir peut-être un maïs qui va être à 40% de matière sèche. Et là ici tu... Et ben là tu vois dans le fond là, de la parcelle, le fond de la parcelle est beaucoup plus lourd, argileuse, donc beaucoup plus fraîche. Voilà. Et là tu auras normalement une matière sèche qui sera un petit peu meilleure. Enfin, voilà. Et donc tout ça, ça va te donner une vision très globale, très rapide. Et pour toi, mieux déterminer ta date d'ensilage. Avec cet outil en plus de mieux anticiper, mieux préparer. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, oui. On précise. Je regarde bien. C'est gratuit. Ok, super. Donc là, moi, je sème mon maïs pour cette année. Il va falloir que je fasse un dérobé après derrière. Je fais, en général, moi, je fais régras trèfle. Très bien. Pour avoir de l'ensilage. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez vous? Bah écoute, on est aussi dans cette démarche-là depuis maintenant 2 ans, puisqu'on développe une gamme autour des mélanges fourragers, donc c'est la gamme Massfort Nutri. Et notre objectif premier, c'est d'apporter un maximum de protéines sur l'exploitation. L'énergie, elle est souvent gérée par le maïs. Et souvent, la protéine, c'est de l'achat extérieur, donc le tourteau de soja et ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est d'avoir des mélanges qui sont très très riches en légumineuses. Donc ça veut dire qu'on a des rapports 30-70% de légumineuses dans un dérobé d'automne, courte durée. Donc pour ça, on travaille avec des régras italiens, plutôt alternatifs, qui ont des cycles assez courts pour pouvoir justement produire assez tôt et assez rapidement, libérer sa parcelle de bonheur pour pouvoir semer un maïs dans les meilleures conditions, comme là, et rajouter ces fameuses légumineuses. Donc généralement, on essaye toujours d'en mettre 2-3. Écoute, on peut essayer. Il n'y a pas de problème. Le mec il se place, tu vois. Le mec il se place. Parce que voilà, là on va ensiler. Alors j'en ai du très précoce dans une autre parcelle. Parce que je risque d'être un peu short au niveau maïs ensilage cette année. Enfin je veux dire, je vais pas tenir jusqu'en septembre-octobre. Donc j'en ai semé du très précoce pour ensiler fin août. Très bien. Voilà. Irrigué. Donc l'idée serait de semer derrière. Écoute, c'est tout à fait son positionnement d'avoir des régras à semer à cette époque-là, tu vois, fin août, début septembre. Parce que là, on a le soleil, on a la chaleur. Est-ce qu'on peut envisager une coupe fin d'année? Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est l'objectif, et quand on va semer ça, c'est d'avoir en tête une exploitation avant l'hiver. Donc pour 2 raisons. La première, pour se faire du rendement. Deuxième raison, même il y en a une troisième. La deuxième, faire du rendement, mais avec de la valeur alimentaire, parce que tu vas être sur du fourrage très jeune, donc très riche, avec des sucres, donc ça va t'apporter de la valeur alimentaire. Et la troisième raison, c'est que si ton régras est trop développé, il faut obligatoirement l'exploiter. Donc c'est pour ça, sur un semis aussi précoce, il faut que tu aies en tête de l'exploiter. Si tu l'as pas en tête, moi ça me va, de l'exploiter, Voilà. C'est juste quand je vois les rendements, enfin chez moi en herbe en tout cas cette année, qui sont catastrophiques. D'accord. J'ai très peu de volume dans le silo. Ah oui. Ça ne tiendra pas un an quoi. Donc il faut te faire la bouffe. Si je peux en avoir à fin d'année, ça pourrait beaucoup m'aider.
Merci beaucoup. C'est moi, Étienne. On va continuer à semer. Ouais. Je vais te laisser travailler pendant une... Tu peux te dire 24 heures? Oui. Voilà, moi je vais aller faire le boulot aux vaches. Ok, je vais te laisser pas de problème. Attention, c'est facile, j'ai tout compris. Voilà, tu appuies sur un bouton, bouton pour lever, un bouton pour tenir la ligne. Écoute, après c'est rien à faire. T'as une bonne assurance? Oui, ça devrait aller. Bon, ça marche. Merci beaucoup Julien. Merci Étienne. Et puis nous on continue les semis à travailler. Allez, parfait. A few moments later. Bon allez, ça commence bien, retour à la ferme. J'ai un boulon de sécurité sur la dent du décompacteur qui a pété, donc on va réparer ça. Bon bah en gros tout simplement c'est l'écrou de sécurité, hop là on va tourner la caméra, c'est l'écrou de sécurité voilà qui s'est pété. Voilà, là il est intact et là-bas il est pété. Ça c'est les dents du décompacteur. Je commence à avoir vécu un petit peu hein. J'en ai des neuves au cas où, mais pour l'instant celles-là on va les finir pour cette année. Mais là on va changer le boulon de sécurité. Bon alors des boulons de sécurité j'en ai heureusement toujours dans le tracteur. C'est juste que là, bon la chance c'est que la parcelle elle est au pied de la ferme. Donc voilà, c'est la parcelle qui fait tourner la ferme, donc c'est pratique. S'il y a une panne ou quoi que ce soit, c'est vite revenu. Mais évidemment, j'avais pas la clé à molette qu'il fallait dans le tracteur, donc il fallait que je revienne là. Allez, c'est bon, ça devrait le faire. C'est reparti. Alors j'ai des lingettes spéciales dans le tracteur, mais comme je suis à la ferme là, je prends l'évier, ça m'évite de prendre les lingettes. Et en plus de ça, vu que j'ai été sous le tracteur, le rotalabour, le décompacteur, je vais me donner un petit coup de soufflette parce que j'imagine que j'ai le dos plein de poussière, normal. Allez, on y retourne. Bon, c'est mon père qui va partir semer le temps que moi je fasse le boulot aux vaches et que on répare celui-là. Enfin, il est réparé déjà. Ça, c'est le 140. La durite. La durite ici à lâcher. Liquide de refroidissement. Donc, bah, plus de liquide de refroidissement. Alors, bon, on l'a vu tout de suite, hein, ça se voit. Hein. Vu la marque qu'il y avait en dessous, ça se voit. Donc, voilà, il a fallu changer la durite. Et puis maintenant, je vais faire le plein du liquide de refroidissement. Après, lui, il ne servira que pour les traitements maïs. Enfin, on va bien voir. Pour les ensilages, ouais, on verra. Ouais, bah tiens, voilà. La durite qui a cassé, percé quoi. Donc celle-là, elle est changée. Je fais le plein du liquide de refroidissement. Je m'occupe des vaches et je retourne semer. Donc pour une fois que la durite est changée, on refait le plein de liquide de refroidissement. On le fait tourner au ralenti, chauffage à fond. Pareil, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, c'est pas qu'il paraît, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. Et on va pouvoir relancer tout ça. Alors par contre, est-ce qu'avec ou sans entonnoir si avec entonnoir ça peut être quand même mieux. Le trou est pas gros. Hop. Alors ça c'est ce qu'on a récupéré en enlevant la durite. Alors attends, il y a mon père qui est en train de partir avec le tracteur. Sauf qu'il faut que je lui dise où je me suis arrêté. Parce que je sais pas s'il va le voir sur le GPS. Hop là, hop là. Putain, ça pèse une tonne ça. Oh putain, j'en fous de partout. Là. Tac. On va quand même jeter un œil. Mais bon, en règle générale, il en faut pas mal. Wow, 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 doucement Étienne. On va aller voir ce qu'il reste à mettre. Ah, je le vois même pas en bas. Hop là. Bon allez, c'est pas mal. Hop. Allez, ça baisse. Ça baisse, ça baisse.
Allez, on va faire tourner gentiment le tracteur. Gentiment, chauffage à fond. Je voulais souffler, voir si c'était pas bouché. Ah, c'est dégueulasse. Ça fait pouette-pouette. Oh, mesdames. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Liquide de refroidissement, c'est pas top top. J'en ferai pas mon apéro. Hop là. Allez, je vais le laisser tourner un petit peu. Chauffage à fond et ça devrait le faire. J'avais mis la casquette pour le soleil, mais là, il y en a moins déjà, ça se couvre. Ouais, j'ai fait rajouter des écrans pour le pulvé. C'est plus simple pour contrôler le pulvé, le GPS, parce qu'avant, il n'y avait que ce petit machin-là, tout minuscule, là. Là, c'est quand même plus facile. Voilà, ça, on s'en fout, ça aussi. Et... bon, bah, on va le laisser tourner un petit peu. Bon, allez, on va le laisser un quart d'heure, comme ça, et ça va être bon. En ce moment, on passe d'une machine à une autre, là, on n'arrête pas. Entre les semis, donner à manger à tout le monde, avec la mélangeuse, ouais, il y a un magnifique capot, hein, vous voyez. Le capot de moteur est sublime, il est transparent. Alors, ça se voit peut-être pas là, parce qu'il est propre, mais il y a un magnifique capot. On n'oublie pas le minéral pour les vaches. Hop. Allez, c'est bon, on va pouvoir la lancer et donner à manger à tout le monde. Bon, celle-là, elle a une vingtaine d'années et elle est moins propre que le tracteur. Allez, c'est bon, elles ont tout à manger. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir aller retourner semer. Je vous montre, là, voilà, il n'y avait plus de murs, vous l'avez vu dans la vidéo, les murs sont tombés, donc ça, c'est nickel. Quand la vidéo va sortir, logiquement, là, celle-là des semis de maïs, les travaux auront... logiquement, je ne sais pas comment mettre pour la lumière, les travaux auront logiquement commencé. Voilà, c'est parti, enfin. De toute façon, sur Instagram, je le mettrai en direct. Et la vidéo des travaux, bien évidemment, sur YouTube. Mais voilà, ça y est, enfin. Donc là, j'attends mon père qui est en train de semer pendant que moi, je donne à manger aux vaches. Donc là, il descend le champ, c'est moi qui vais le remplacer. Petite pomme en attendant, parce que je vais tourner ce soir. Voilà, pardon, petit rototo. Est-ce que je finis la parcelle? Est-ce que je ferai les tours demain? Ça va dépendre de ma force et de ma condition physique. On verra bien. En attendant, pour l'instant, là, il redescend. Le champ, cette parcelle-là fait 7 hectares et demi, je crois, ou un truc comme ça. On doit être à 3, je dirais. Donc avec les tours font bien 1,5 facile. Donc oui, on est à la moitié de si on veut faire les tours que demain, quoi. Voilà, vous savez tout. Je finis ça et je pars semer. Bon, je sais pas si on se rend un petit peu compte, mais ça poussière légèrement. On va descendre du tracteur, je vais vous montrer. On va descendre et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du sol. Parce que on se dit putain, la poussière et tout de ouf, ça doit être sec à mort. Vous allez voir, pas du tout. Que nenni, c'est vraiment frais. On va aller regarder. Là, alors le bas du champ, c'est de l'argile. Bon, c'est de l'argile, ça fait des mottes, des calottes, c'est horrible. C'est dur comme pas possible parce qu'on a eu un temps tellement sec là que ça sèche à mort. Et le haut du champ, c'est plutôt du limon. Donc ça fait beaucoup mieux. Là, on monte un petit peu, ça se rend pas compte, mais on s'en rend pas compte, mais on monte un petit peu. Donc on va descendre le tracteur. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne à peu près. Donc hop, j'appuie sur le P, j'enlève l'accélération, ça ne sert à rien. Je me lève le cul, mais je me lève les fesses, mais voilà, sinon il va se couper. Et on va aller voir ce que ça donne. Alors, les changements de température, mais il fait limite froid, quoi, tu vois. Donc, là, je tourne la caméra. Le semoir, et vous voyez comme c'est frais. Alors, il y a du sec, évidemment, mais la graine, alors je la mets assez profond, hein, parce que, vu le temps qu'ils annoncent, le vent, le sec, pas d'eau, je mets la graine à facile 5-6 cm. Et si je la trouve, parce qu'elle est bien tassée,
Ah, il y a des fois tu vas la trouver impeccable, puis il y a des fois tu vas chercher pendant des heures pour la trouver la saloperie. Ah, il met pas de graines. En effet, il met pas de graines. Alors ça va pas faire longtemps, parce que j'ai regardé tout à l'heure, il y en avait. Donc je vais juste me déplacer de 2 rangs, et on va regarder s'il y en a. Bon, là il y en a aussi, c'est bon. Allez, on va refaire les 2 derniers rangs qu'on a loupés. On va aller faire le plein, et faire les 2 derniers rangs. Je vais m'avancer d'abord pour faire le plein du tracteur, et après je me tournerai, parce que c'est pas le même endroit, c'est derrière, pour faire le plein du semoir. On va à la station essence, pour faire le plein. Hop. Le pistol. Tiens, pendant que... Hop, tac, on met ça en route. Et le temps que ça charge, que la batterie elle charge, je vais regarder ce que je dois mettre comme semence après. Et là, tu vois l'argent défiler sous tes yeux. Les euros qui remplissent ce tracteur. Ah, il y a eu le petit clac. C'est plein. 400 balles dans la vue. Hop. Ça c'est bon. Ça on ferme. J'ai pas fait gaffe. De toute façon, on va tourner le tracteur pour remplir les boîtes. Les boîtes. J'ai pas regardé la Deep Blue. Où qu'il en était. Ah ouais, Deep Blue, il y a plus de la moitié. Ça va largement finir la parcelle. Allez, on pivote. Voilà, il y a quoi qui frotte? Putain, faut vraiment que j'aille me coucher, moi. C'était les dents, j'avais pas levé l'outil. Allez, on pivote. On pivote. Tac. Et on pivote. Oh là là. Touche pas. J'avais juste à rentrer l'escabeau. Ah, Étienne. Je te jure. Allez, on pivote. On déplace l'escabeau. Sa mère là. Viens à toi. Hop là. Merci l'escabeau. Tac. On pivote, on repivote. Ah, je te jure. N'importe quoi. Vraiment de la merde. Allez, c'est parti. Zou. Hop. On pivote. On va essayer de rien casser. On a le plein de tout, des boîtes, du tracteur, du gars, du chauffeur. Oh, le chauffeur, il a le plein. Il a plutôt fait la vidange, le chauffeur. Ah, et c'est... alors ici, c'est une ferme qui a plusieurs centaines d'années, on va dire. Ou au moins 100 ans facile, les bâtiments là. Donc, ça a été fait à l'époque pour des chevaux et des carrioles et des choses comme ça, quoi. Ou des tracteurs de 20, 30, 40 chevaux. Alors les 155 chevaux, et encore c'est pas gros, hein, 155 chevaux, 3 mètres combinés, bah ça passe plus. Or ça passe, ça va, mais c'est vrai que des fois tu vois l'atelier. J'aimerais bien refaire l'atelier qui est tout petit dans le bâtiment où il y a les veaux, là où il y avait les semences de maïs. Parce qu'on commence sérieusement, c'est une marche arrière, mais n'importe quoi. On commence sérieusement à être à l'étroit, ici à ce niveau-là, où il y a l'atelier, donc on vient avec le matériel ici. On vient tout réparer là, enfin l'atelier est là quoi, donc voilà. On commence à être sérieusement à l'étroit quand même. Avec le matériel qu'on a aujourd'hui, ça fait un peu serré quoi. Allez, on pivote. Et puis on est parti. Je ressème mes 2 passages où il n'y a pas de semences. Oh, je te jure, des fois je me dis, hein, ça serait bien mieux rester couché, tiens. On va repartir, bon, on va partir de là. Tac. Vous êtes en plein milieu là, je vois rien du tout moi. Comment je fais?
Attendez, je rebaisse tout ça. Les phares, j'en ai pas besoin pour l'instant, on voit quand même largement assez. Je rebaisse mon relevage à 65 pour pas que la prise de force claque derrière. Voilà, 65%, ça c'est bon, ça c'est bon. Je mets la prise de force en route, on est parti. J'ai ma ligne GPS, ouais, ça c'est bon, j'avance. Ah bah, faut que je mette en haut de ça, il faut que je mette en haut de ça, et ça c'est bon. Allez, je suis parti un peu plus tôt pour amorcer le semoir, et on va y arriver. Magnifique. Et allez, encore une dent qui a pété, une sécurité, un boulon de sécu qui a lâché, évidemment. On est dans la veine de Pierre toujours. Pas Pierre, mon neveu, hein, Pierre, les cailloux quoi. Donc, je regarde. Ah oui, putain. Si je me lève les fesses du siège et que je lui dis pas que je me suis levé, il va rien voir. Bon, j'ai les clés à molette. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai de la poussière aussi, ça, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai des boulons de sécurité, mais c'est des courts. Il ne reste plus que les courts, et comme leur nom l'indique, ils sont courts. Voilà. Donc ça le fait, mais je peux pas serrer. Enfin, je peux serrer, mais j'ai que la moitié du boulon qui est pris, quoi. Donc, faut vraiment que je fasse attention. Alors, à faire attention. C'est assez chiant. On est reparti en espérant qu'il n'y en ait pas 36 000 qui pètent, parce que là j'ai encore dans la veine de Pierre pendant au moins ouais, 30 mètres je pense, 30-40 mètres là. Donc ça peut être chiant. Quand tu montes dans le tracteur et que tu as les mains crades, ah merde. Ah là. Sinon on en fout partout, et le tracteur est tout de suite dégueulasse. Tu le reprends, tu montes dedans, tu t'en mets partout. Surtout là, les écrous dans la boîte à outils, ceux-là, il y a de la graisse. Je sais pas d'où ça vient, ça, mais il y a une tonne de graisse là-dedans. Faudrait que je la démonte et je la nettoie parce que dès que tu prends un truc, tu mets un truc là-dedans, ça va partout. En plus, ça sent bon. En espérant qu'on se fasse plus. Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots. J'ai vu la boiserie que sa vidéo avait été démonétisée parce qu'il avait dit des gros mots. Tu peux plus rien dire maintenant en fait. Dès que tu dis un petit gros mot, tu sais jamais si tu vas te faire bannir, démonétiser, supprimer ta vidéo. Donc cacaboudin là-dedans, zut de flûte, saperlipopette, sacre bleu, topinambour. Je sais pas si c'est trop une insulte ça quand même. Enfin bref, allez hop, c'est parti jusqu'au petit matin. Donc là ce que je vous propose, c'est coucher de soleil, petit vol de drone, histoire de faire des belles images. Days later. Bon, tout va très vite. On a fini, on a ensilé samedi, vous l'avez vu sur la vidéo. Maintenant, c'est l'épandage de fumier. À la suite, hein. Bon, dimanche, je me suis quand même posé un petit peu. Là, c'est mon père qui épand le fumier. Bon, il n'en restait pas lourd dans la fumière, il en restait un petit peu. De quoi faire une bonne moitié du champ. L'entrepreneur vient demain avec un tonalisier pour finir. Voilà ce qui reste dans la fosse. Je vous montrerai ça. Je vais aller malaxer moi avant qu'il vienne. Mais là c'est épandage et après lisier et après on va attaquer à déchaumer ça.
le fumier est mis, alors pas toute la parcelle, la moitié de la parcelle après parce que je n'avais pas assez pour faire toute la parcelle. Maintenant que le fumier est mis, je mets l'azote. Après, demain on enfouit. Et après demain, je pense, ou peut-être même demain après-midi, si ça veut bien faire. Bon, on a eu un peu d'eau là, mais pas grand-chose. Hein, on pourrait se prendre. Allez, là, si on a pris peut-être 2 mm depuis hier. Voilà, on a dû prendre 1 mm hier et puis 1 mm aujourd'hui, quoi, 1 ou 2 mm aujourd'hui. Donc, pour ainsi dire, rien du tout. Oui, j'ai pas vu mon GPS. Pour ainsi dire, rien du tout. Donc voilà, on verra bien. On va travailler tout ça, mais alors si on veut se prendre de la flotte, alors les orages passent, on voit les orages qui passent, on s'en prend un peu, mais on s'en prend pas assez. Donc là, azote, je vous montre un petit peu, hop là, tac, voilà, bon, ça bouge, on est là, ça se passe, tranquille, on met ça, les carreaux sont pas très propres. Le temps, après, le temps est pour mettre l'azote, bon, il fait pas sec, il n'y a pas trop de vent, un peu de pluie, si on peut en avoir cette nuit, demain on passe l'outil, on verra bien. Bon allez, on continue, le tracteur il est prêt. Pendant que je faisais le boulot à la ferme, mon père a graissé, ressoudé des... Vous savez, des petites plaques de titane, là, enfin des recharges en gros, sur les 4 dents du décompacteur, pardon. Donc là, je peux prendre le tracteur, il est prêt, tout est prêt. Il faut que je fasse quand même le plein des boîtes. Donc on va aller juste à côté là, faire le plein des boîtes et partir dans le champ qu'on a ensilé samedi, au régras qu'on a ensilé samedi. Donc fauché vendredi, ensilé samedi, fumier lundi, hier l'outil qui secoue et aujourd'hui semis. Bon, l'idéal aurait été de lui donner un petit coup de nettoyeur haute pression parce que avec le fumier qu'on a fait avant-hier, bon, bah, il a pris de la merde forcément. Là, c'est la dernière parcelle, enfin avant-dernière parcelle, 7 hectares là, plus ensuite 2 hectares et demi, un petit triangle là, pas très loin. Donc bon, voilà, ça va suffire pour finir les maïs. Il n'est pas hyper clean, mais c'est pas grave. Là, moi, je vais remplir les boîtes avec ce qu'il faut. Semences, on va finir les tests massides, les échantillons qu'ils m'ont donné. J'ai plein d'échantillons qu'on m'a filés. Donc on va finir ça. Ouais, on va finir ça. C'est des petits échantillons. Je vais les semer maintenant, puisqu'on sera dans la parcelle en plus qui sera, elle est irriguée. Hein. Mais dans cette parcelle-là, c'est un pivot. Donc il y aura une partie qui ne sera pas irriguée et une partie qui sera irriguée. Donc, comme ça, on verra bien la différence. Je parle toujours très vite. Je charge mes boîtes et je pars semer. Avant de t'y part, Adi Blue et lave-glace qui est vide. Je démarre le tracteur, il fait un bruit de merde. Je démarre, je pars, il fait un bruit de merde. J'ai mis du lave-glace à la place de l'Adi Blue. Non, je déconne, je suis pas con. Donc ça y est, allez, c'est bon. Enfin, on va partir. Semaille tout ça. Alors en fait, j'ai remis du lave-glace, donc je me suis dit ça va sortir. Devant, impeccable, le lave-glace sort bien. Derrière, j'ai beau attendre. À part niquer le balai d'essuie-glace, c'est tout ce que je vais faire. Le lave-glace ne veut pas venir et pourtant je suis bien... je fais bien la bonne manip sur le... Mais le lave-glace ne veut pas venir à l'arrière. Bon, on verra ça plus tard parce que là je vais niquer mon essuie-glace, ça fait chier. Ouais, ça fait chier. Bon allez, bien arrivé dans la parcelle, vous voyez ce que ça donne, c'était le régras à trèfle. Je me suis fait secouer le huc hier soir en passant le rouleau, enfin mon père a passé l'outil à dents et moi j'ai passé le rouleau après. Là on va attaquer le long du précédent maïs de semis, soit que j'ai fait il y a une semaine dans cette parcelle là. Là on va repartir le long. Il faut d'abord que je fasse le tour de la parcelle parce que c'est une moitié de parcelle dans la grande parcelle. Donc il faut d'abord que je fasse le tour pour avoir mon trait GPS et au 13 mètres la bordure. Bon, j'ai mis mon père à semer le temps que moi j'allais faire le boulot à la ferme, les vaches, donner à manger, tout ça, s'occuper des animaux. J'ai de la paperasse à faire aussi hyper urgente comme d'habitude. C'est sec. Wow, je crois que j'ai jamais vu ça aussi sec. C'est une première année, enfin en plus on est derrière
un régrat trèfle, donc ça a déjà pompé toute l'eau. Le si peu d'eau qu'il y a eu depuis un mois, depuis un mois, on a eu peut-être 7 mm, on a eu 7 mm il y a 3 semaines, ouais c'est ça. Et depuis rien du tout, et avant pas grand chose, donc c'est ultra sec. Les boîtes avec les semences d'essai vont être vides, donc je vais lui ramener aussi en même temps là, de la semence avec le canam. Allez, pour finir la parcelle, c'est... Enfin, pour finir la parcelle, pour faire la parcelle. Pas la finir, mais la faire. C'est de l'amphora. Et non pas de l'enfoiré. Hop. On va... Est-ce qu'on prévoit... Ouais, bon, on va avoir assez. On va y emmener... Bon allez, que je vous montre vite fait ce que ça donne. C'est sec, voilà, je le redis, mais je vais le redire 15 000 fois, mais c'est sec. Régrat trèfle, pas de pluie. Voilà, c'est pas extraordinaire. Il aurait plu, ça aurait été idéal, hein. Il y a des orages qui sont passés à droite, à gauche, j'en ai vu passer les orages. Maintenant, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Passer 36 coups d'outils, bah, ça va être encore plus sec. J'ai le pivot, je vais arroser. Bah ouais, logique. Et là, c'est le drame. Bon, comme vous pouvez le voir, le pivot, bah, il est démonté. Hein. Voilà, tout est démonté. Il n'y a plus qu'à remonter. J'ai reçu les tubes. En gros, on change toute la partie tube, tout ce qui est en contact avec l'eau en fait. On va le changer parce que le choc avec l'arbre, ça l'a fragilisé, plus l'usure évidemment, fait que bah voilà, à un moment donné il est tombé quoi. Alors l'arrêt, la sécurité, il y a un palpeur sécurité sur la base du pivot n'a pas fonctionné visiblement. La sécurité, j'ai une autre sécurité pour les roues. En fait la roue vient se bloquer dans un truc pour l'arrêter quoi, en fait quoi. Ça a fonctionné. Elle a quand même continué à tourner le temps de se mettre en sécurité de travée, ce qu'on appelle quand il y a un trop gros décalage entre les travées. Le si peu qu'elle a avancé de 2 mètres, elle a pris légèrement dans l'arbre, pas beaucoup mais ça l'a vrillé un petit peu. Je suis reparti, bon je me suis dit c'est bon ça va le faire parce que ça arrosait quoi, donc je suis reparti, il n'y avait pas de souci quoi. Bon, on voyait la rampe qui était la dernière travée qui était vrillée et puis bah, au final voilà, pendant la nuit elle est tombée par terre. Bref, on remonte ça dans 10 jours. Ouais, dans 10 jours maintenant. On remonte tout ça. Bon, au final, on aurait été 3 semaines sans arroser. C'est pas catastrophique, mais je vous cache pas que cette année c'est chiant parce que c'est sec à mort. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, alors j'ai d'autres parcelles que je peux arroser, donc là j'arrose, mais on n'a pas eu d'eau depuis les semis, on n'a pas eu d'eau depuis un mois hein, maintenant, on n'a pas eu une goutte d'eau. Énormément de vent, par contre, du soleil, de la chaleur, c'est l'Arizona quoi. C'est un désert ici. Là on a fait les foins ce week-end, enfin ce week-end, on est dimanche, samedi, j'ai fauché samedi. Vendredi, samedi, bon pour 15 hectares de foin, donc il n'y a pas immense non plus, mais il y a un peu de volume, ça va, c'est pas trop catastrophique. Il y a un peu de volume, bon le foin va être très bien. Par contre le maïs, bah voilà quoi, je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà le maïs, il faut mettre l'irrigation en route rapidement parce qu'il y a des coins où il n'y a pas grand chose quoi. Il y a des ronds dans les grosses terres argileuses là, dans le fond, certaines parcelles, derrière le régrat. Il n'y a pas grand chose, donc il faut arroser. Voilà, pas trop le choix, voilà c'est comme ça hein. On va arroser tout ça. Après il y a certaines parcelles, il est beaucoup plus beau là. Si la partie avant qui tombe, donc a eu quand même un tour d'eau, qui a eu 30 mm, bah voilà je vous montre. Bon bah là il est pas dégueulasse quoi. Là si j'avais partout comme ça, ce serait parfait quoi. Il a été semé il y a 15 jours maintenant, celui-là, 15 jours ou 20 jours à peu près, 15-20 jours. Bon ben voilà, il est correct quoi, quand il t'a...
quand il est arrosé, il n'y a pas de souci. J'en ai ressemé la semaine dernière, enfin pas ressemé, j'en ai semé une parcelle de 2,5 hectares. De la terre de merde, vraiment. Pas loin de la carrière, voilà, quand même là-bas. J'en ai semé 2,5 hectares. Bon bah voilà, ça fait une semaine qu'il est dans le sol. Le grain, je pourrais le reprendre et le remettre dans le sac. Il n'a pas bougé. On n'a pas une goutte d'eau, c'était hyper sec. Je les ai semés parce que c'était 2,5 hectares et que je n'allais pas laisser ça comme ça sans rien. Donc je les ai semés quoi, mais ils annoncent de la pluie la semaine prochaine. Visiblement ils annoncent quand même milieu, fin de semaine, ils annoncent de l'eau. On verra bien ce qu'on va avoir, j'en sais rien du tout. Ils ont annoncé cette semaine et puis on n'a rien eu du tout. Enfin ce week-end, et puis on n'a rien eu du tout. Donc bon, on verra bien. Voilà, le pivot, on va le remonter, on va pouvoir reprendre l'irrigation. Ça se trouve, on va le remonter et il va pleuvoir comme vache qui pisse après et on va pas l'utiliser. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. ça peut, c'est le genre de truc qui peut arriver. Donc voilà, écoutez, c'est fait. Les seeds de maïs sont faits. Ça lève, c'est pour l'instant très hétérogène. Des endroits ça lève, des endroits ça lève pas. Écoutez, je vous dis likez, partagez, posez des questions si vous en avez. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!